Bonjour. Donc en fait, je suis bien placé pour être le témoin que l'agriculture aujourd'hui productiviste en France est dans l'impasse. Et on le remarque aux dégâts qui sont commis. Et les dégâts sont nombreux, qu'il s'agisse en premier lieu même de la pollution de l'eau potable. On est tous concernés par ce sujet, parce qu'il coûte de plus en plus cher à la société de dépolluer l'eau pour la rendre potable. Et ce, à cause des pollutions donc, par les pesticides, par les nitrates, et qui ne sont que croissantes. Et à la pollution de l'eau vient s'ajouter aussi la pollution de l'air. Et le grand public, c'était un sujet pour lequel il n'avait peu de conscience. Or, récemment, il y a eu la médiatisation de cas de cancer auprès d'enfants d'école dans les vignobles du Médoc. Et ça a ramené finalement la connaissance au grand public que même l'environnement, l'air, peut être pollué et va avoir une incidence très grave sur la santé même de nos enfants, ce qui nous est le plus cher. Et souvent, on ignore, c'est que la première population qui est la plus concernée par les maladies de type cancer ou les maladies neurodégénératives, ce sont, en premier lieu, les agriculteurs. Et vous savez, c'est jamais en totale impunité qu'on peut, chaque jour, manier des produits avec des têtes de mort un peu partout. Forcément, ça finit par faire des dégâts. Et pour l'anecdote, il y a un an, on a fêté les 25 ans de notre promo d'agro. Je retrouvais mes amis, ça faisait bien une vingtaine d'années qu'on ne s'était pas vus, et à prendre des nouvelles de leurs parents, eh bien, je pouvais malheureusement constater que les arboriculteurs de la vallée du Drôme, puisque j'étais sur Lyon, eh bien, la plupart étaient atteints ou de cancer ou de maladies neurodégénératives. Donc vous voyez, ça illustre vraiment, il ne faut pas chercher très loin. Et aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que c'est pas seulement donc l'eau et l'air, mais plus grave, c'est la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les aliments, nos aliments, qui se retrouvent pollués, contaminés par des pesticides, mais aussi par les résidus d'antibiotiques. Donc tout ça, le problème, c'est que ça a un coût global très important, et ne serait-ce que pour la pollution, par exemple, de l'eau, le ministère du Développement durable chiffrait à 1 milliard, 1,5 milliard le coût supporté de la dépollution dans les factures d'eau par le consommateur. Donc vous voyez que produire de façon intensive, on vous dit c'est pas cher. C'est pas cher si on oublie tous les autres coûts cachés et qui sont supportés par la société et souvent par le consommateur sur la facture d'eau. Sur la facture d'eau, c'est 800 € par an par famille sur la facture d'eau. Et le coût pour la collectivité, si on s'intéresse à tous les excédents produits par l'agriculture et l'élevage, et si on voulait justement s'en débarrasser dans l'eau, eh bien, le ministère du Développement durable estime à 52 milliards le coût. Donc vous voyez un peu les coûts cachés qui sont supportés ou qui sont repoussés à plus tard. Et le problème de notre société, c'est qu'on vit à crédit et qu'on va laisser aux générations futures un passif important. Ce passif-là, toujours la même commission, l'estimait à autour de 500 milliards pour les générations à venir, pour avoir pourri les nappes phréatiques, pour avoir pourri les sols. Donc vous voyez que si on voulait déjà se débarrasser de ce qu'on a pollué, il y a maintes affaires et ça coûte très cher. Donc l'idée, c'est que moi, j'ai vu comme agronome chargé dans une mission d'intérêt public que sont les chambres d'agriculture, j'ai eu la mission de reconquérir la qualité de l'eau sur un bassin versant. Et à cette occasion, j'ai pu remarquer l'inefficacité justement des mesures de l'État. À savoir qu'on parle, on brasse beaucoup d'air, on remplit beaucoup de paperasse, mais en fin de compte, il n'y a aucune incidence, aucune efficacité, aucune mesure concrète de prise.
Et je prenais, moi, l'exemple, on a parlé justement d'un pays voisin et ami, l'Allemagne. Si on prend l'exemple de la Bavière, eh bien, ils ont pris de façon intéressante le problème dans sa globalité. C'est-à-dire qu'au lieu de dépolluer l'eau, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme politique? Quelle politique pourrait-on mener pour justement éviter de polluer l'eau? Et donc, ils ont donné des incitations financières qui sont significatives auprès donc, des agriculteurs et des éleveurs pour qu'ils changent leur pratique agricole. Donc, ils ont donné chaque année de l'ordre de 200-250 euros par hectare, soit pour une ferme moyenne autour de 10 000 euros. En France, on n'a jamais été aussi volontariste, puisque les seules petites aides qu'il y a eu sont des aides agri-environnementales, et au mieux, vous pouviez, pour l'équivalent en France, avoir 3 000 euros. Donc, c'est pas très incitatif, et en fait, des contrats, il n'y en a pas eu de signés. Et donc, il ne s'est rien passé. La différence par rapport à une politique volontariste, mais prise dans sa globalité, comme la Bavière en Allemagne, c'est qu'en pratiquant ce type de politique très large, eh bien, au bout de 5 ans, il y avait 83% des agriculteurs sur l'ensemble du Länder qui avaient changé les pratiques, abandonné les pesticides et les engrais chimiques, notamment l'ammonitrate, qu'on retrouve dans l'eau sous forme de nitrate, pour adopter, par rapport aux pesticides et au désherbage, le binage mécanique et aller jusqu'à des reconversions en agriculture biologique. Donc vous voyez qu'en quelques années, ils ont obtenu donc, sur l'ensemble du Länder une baisse des pesticides, une baisse donc, des engrais azotés de base de nitrate donc, qui sont extrêmement polluants. Et le rapport de la Cour des comptes 2010 français, celui-là, rapportait que c'est la meilleure des mesures, et c'est un exemple qui devrait être suivi, puisque ça coûte 2 à 3 fois moins cher de faire de la prévention, c'est-à-dire d'inciter les agriculteurs à produire propre, plutôt que de dépolluer l'eau. Vous voyez que si on veut une utilisation efficace des deniers publics, c'est vers ça qu'il faut aller. Mais pour aller vers ça, ça veut dire qu'il faut renverser la table et changer de politique. Dans un premier temps, on constate que les agriculteurs, nous sommes de moins en moins nombreux. En 10 ans, notre nombre est divisé par 2. Donc tous les 10 ans, on divise, on augmente les chômeurs, on augmente le trou de la sécurité sociale par la malbouffe et les maladies, mais par contre, le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Or, il y a nécessité, pour changer de politique, de protéger justement les agriculteurs et nous qui restons, c'est-à-dire les résistants, par des mesures rétablissement de frontières et faire du protectionnisme intelligent. Quand j'entends intelligent, c'est-à-dire qu'il soit basé sur la qualité, c'est-à-dire comment, quand on voit que les Français refusent les fermes de 1000 vaches ou les porcheries à 2000 truies, comment on serait bien mal placé pour accepter du lait de Pologne ou de Roumanie ou du porc roumain qui casse les prix, où il est obtenu par des extrêmement bas salaires sans aucune protection sociale. Donc l'idée c'est qu'il faut assurer donc une protection de l'agriculture et ne pas être enclin à rentrer dans une compétition qu'on sait qui est déjà perdue d'avance, c'est-à-dire le tout productivisme est toujours plus grand, plus fort. Parce que ça me rappelle les années où j'ai passé en tant qu'agronome une dizaine d'années à vouloir convertir la grande distribution, notamment Carrefour. Et à cette période-là, j'ai eu le contact très large avec les dirigeants. Et j'apprenais qu'ils avaient donc des fermes au Brésil, mais des fermes de 25 000 hectares, 40 000 hectares. Donc vous voyez que si on rentre dans une course de mondialisation, sans protection de l'agriculture française et de ses spécificités, c'est-à-dire que vous rentrez en course, donc mes voisins qui aujourd'hui font cocorico parce qu'ils ont 100 hectares, ils vont passer à 150, ils pensent même 170, vous les lâchez dans une compétition mondiale, dans un système mondialisé avec des fermes de 20 000, 25 000, 40 000 hectares comme Carrefour au Brésil.
vous voyez bien que la compétition, elle est tout de suite donnée, le vainqueur on connaît, et l'agriculture sera laminée. Donc ce qu'il faut faire, c'est une autre agriculture, une autre politique, et donc aider autrement les agriculteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes aidés par des aides européennes, ce qu'on appelle les primes PAC, les aides européennes. Comment sont-elles calculées? Eh bien, ça dépend de l'historique des productions qu'on a faites dans le passé. C'est-à-dire, plus vous avez fait de cultures type maïs, blé, soja, colza, et si possible irrigué, eh bien, plus vous touchiez de subventions à l'hectare, de subventions européennes, pour le maïs par exemple c'était 330 € de l'hectare, donc ça vous fait un historique où vous aviez un gros portefeuille de subventions à l'hectare qui vous était octroyé chaque année. Eh bien ça a été transformé en paiement unique, c'est-à-dire vous avez toujours ce montant de subvention là, que vous fassiez ou non aujourd'hui la production ou pas. Mais ça veut dire aussi que si vous aviez, comme moi, été pionnier et vous avez toujours produit propre, eh bien, vous aviez très peu de subventions puisque c'était les cultures les plus polluantes qui étaient les plus subventionnées. Et il faut savoir que, par exemple, les surfaces en herbe n'y étaient pas. Sauf quelques rares contrats agri-environnementaux de prime à l'herbe, mais c'était 50 à 80 € l'hectare contre 330 € pour le maïs. Vous voyez très bien, donc c'est de 5 à 10 fois de différence, c'est juste, voilà, pas possible. Ce qui fait qu'on voit bien quel type d'agriculture on voulait développer. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir des aides à l'agriculture qui soient nettement plus justes, les redistribuer. Il faut savoir quand même aujourd'hui que 20% des agriculteurs touchent 80% des subventions. Et dans les plus gros dossiers, eh bien, vous avez dans les premiers le prince de Monaco. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant d'apprendre qu'il touche 250 000 €. Après, il y a des gros dossiers, mais qui ne nous concernent pas parce qu'ils ne sont pas français, comme la reine d'Angleterre avec 500 000 €. Donc vous voyez que les aides européennes, elles demandent à être mieux réparties. On a nécessité d'emmener tous les agriculteurs, de tirer l'agriculture vers le haut. Je suis un exemple réussi puisque je fais partie des gens qui ont travaillé au changement de système. Je l'ai pratiqué sur ma propre ferme en développant aussi des moyens de commercialisation. Et on s'aperçoit qu'il est facile d'emmener les agriculteurs, de ne laisser personne au bord de la route, que ce n'est pas une volonté des agriculteurs qui un matin se lèvent et se disent « Tiens, je vais me lancer dans un hors-sol, tiens, j'en ai rêvé toute la nuit depuis que je suis gamin ». Non, c'est jamais ça. Quand j'étais agronome pour les champs d'agriculture, ce que je voyais et rencontrais, c'est des agriculteurs à qui on mettait la pression, notamment donc des champs d'agriculture, auxquels je participais, pas sur la pression, mais à travailler au niveau des champs d'agriculture, puisque j'y ai travaillé, les COP et les banques, notamment Crédit Agricole, et qui disaient aux paysans, à l'agriculteur, ben écoute, si tu veux avoir ton plan de financement, si tu veux avoir ton crédit, eh bien, il faudrait que tu aies une production supplémentaire, plus de chiffre d'affaires, et donc un petit 1000 m² de hors-sol en plus en poulet de chair, ou 400 ou 500 porcs en plus, eh bien, ça te permettrait qu'on abonde dans le domaine et qu'on puisse financer. Donc, en fait, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire une pression. Et je voyais mon voisin qui est arrivé en retraite, qui a pratiqué une agriculture intensive et chimique toute sa vie, me disait, mais vous savez, moi j'aurais bien voulu, mais en fait, je sais que ça n'allait pas dans le bon sens, mais il y a eu une telle pression que je ne savais pas y résister. Le problème, il est là, c'est-à-dire que les marqueurs sont mauvais. Et il faut, certes, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait retour de valeur ajoutée sur le territoire, notamment vers l'agriculteur. Ça veut dire qu'il faut repenser la politique agricole pour aussi développer l'emploi, parce que l'agriculture, c'est une source, une mine d'emploi conséquent. Or, aujourd'hui, le fait du gigantisme, c'est-à-dire d'avoir des fermes toujours plus grandes, il se développe en bouffant le voisin. Donc ça veut dire que vous faites disparaître en permanence l'emploi qui induit direct, et indirect, c'est souvent 10 fois plus que l'emploi direct. Donc si on regarde aujourd'hui comment se passe pour un secteur comme le lait est aujourd'hui
totalement en crise. C'est un secteur qui fonctionnait bien parce qu'il était protégé par des quotas laitiers. Bruxelles, voulant à tout prix accéder au grand marché du mondialisme, ils ont voulu donc faire sauter la régulation de la quantité, donc la production s'est emballée, les prix se sont effondrés, et d'où la crise longue qui s'installe sur la production laitière. Mais on voit aussi que face à une situation de crise, vous avez des agriculteurs qui n'attendent pas tout des autres et se disent il faut qu'on se prenne en main, et donc ils créent des GIE pour se regrouper et organiser la vente de leur lait et de pouvoir avoir du poids en termes de volume et rechercher donc des marchés plus qualitatifs, mieux rémunérés. Mais vous avez aussi des agriculteurs qui se disent on va aller encore plus loin, on va créer notre propre laiterie, on va conditionner notre lait et on va le vendre directement aux consommateurs. Donc ça, c'est des voies qui ramènent de la valeur ajoutée, c'est extrêmement créateur d'emplois. Et si on va, et on pousse encore le bouchon un peu plus loin, on a l'exemple très ancien des fruitières dans les zones de montagne, là où, pour des contraintes géographiques, ils ne pouvaient absolument pas produire plus. C'était pas mécanisable, donc leur seule voie était de produire mieux, de produire de la qualité, des signes de qualité. Donc vous avez le Comté, vous avez le Beaufort, vous avez le Reblochon, et ces fruitières, eh bien, en fait, ramenaient énormément de valeur ajoutée. Donc ça, c'est la voie vers laquelle il faut aller. Il faut aussi passer des contrats et que l'État fasse des contrats entre agriculteurs et les collectivités locales, c'est-à-dire la restauration, les crèches, les écoles, pour faire comme l'exemple de l'Allemagne où le Länder de Munich, ils ont non seulement regagné la qualité de l'eau, mais dans un même temps fait des contrats avec les agriculteurs et repris les produits, ce qui permettait aux enfants dans les écoles de manger sainement des produits, et chez eux, c'était des produits labellisés bio. Donc, vous voyez que la malbouffe n'est pas une fatalité. Après, faire évoluer l'élevage, il faut aller vers donc, une agriculture de qualité qui respecte le bien-être, mais qui agit aussi sur la fameuse réduction des gaz, l'émission des gaz à effet de serre. En effet, si on recentre l'élevage, notamment l'élevage laitier et l'élevage de viande, de race à viande, vers des systèmes où le centre c'est l'herbe, eh bien on s'aperçoit, et j'ai accompagné énormément de systèmes pendant mes années champ d'agriculture vers des systèmes herbes, et c'était déjà pour des raisons même économiques avant que ce soit écologique. C'est-à-dire que les deux peuvent totalement se rapprocher. Moi je le faisais pour sortir des agriculteurs qui étaient en difficulté dans leur système intensif. Je faisais remettre les vaches à l'herbe et on voyait derrière eh bien, fondre les charges de production avec une diminution des concentrés achetés, des diminutions d'engrais chimiques achetés et des charges de mécanisation. Et de l'autre côté, je maintenais les produits et les engrais eh bien, étaient substitués par les prairies de légumineuses riches en trèfle qui captent l'azote de l'air. Il n'y a qu'un cinquième dans l'air qu'on respire d'azote. Donc c'est de l'azote gratuit. Et la nature sait très bien le fixer gratuitement dans le sol. Mais on a persuadé l'agriculteur via les firmes chimiques que, vous comprenez bien, pour des raisons de business, mais pas pour l'agriculteur, il fallait oublier ce que fait la nature de façon très généreuse et qu'il valait mieux lui vendre des engrais chimiques. Mais on oublie que c'est aussi dangereux. Vous avez vu AZF à Toulouse, ça saute très bien. L'ammonitrate, c'est un explosif redoutable. Donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que reverdir et remettre au centre de l'élevage l'herbe, c'est réduire les pollutions de l'air, réduire les pollutions de l'eau, mais c'est aussi améliorer la qualité des produits que nos enfants et que nous-mêmes allons consommer. Parce que du lait de vache qui pâture de l'herbe, eh bien, le lait est 3 fois plus riche en acides gras essentiels. Pour les viandes, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on a nettement plus de nutriments. Et on voit qu'en fait, en brossant rapidement le lien agriculture-écologie, c'est que ce soit la santé, que ce soit la pollution, que ce soit le climat, c'est-à-dire contenir les 2 degrés d'augmentation de température, mais on s'aperçoit que toutes ces facettes, tous ces problèmes, finalement,
sont tous liés et ne font référence, ce sont les facettes d'un seul problème. Et au cœur du problème et au cœur de la solution, il y a l'agriculture. Et l'agriculture, finalement, traverse tous ces domaines. Et il faut donc, pour s'aider, réorienter l'agriculture et donc s'appuyer sur les consommateurs, notamment en allant vers un étiquetage obligatoire du mode de production. Parce que quand le consommateur peut choisir le mode de production, c'est-à-dire savoir si c'est un hors-sol ou si c'est du plein air, savoir si ça a été nourri avec des OGM ou totalement 100% herbe, eh bien le consommateur, vous le voyez sur par exemple les œufs en grande surface, quand il peut choisir et qu'il connaît s'ils sont pondus dans un poulailler plein air ou bien en hors-sol dans des cages, eh bien le consommateur, en un peu plus d'un an et demi là, donc de façon très rapide, eh bien vous avez la production qui s'est réorientée et qui va de plus en plus et de façon majoritaire vers le plein air. Donc vous voyez que le consommateur, quand vous lui donnez l'accès à l'information, il choisit. Et ça permet une réorientation simple, facile, efficace. Voilà.